Le plateau en argent glissa presque de mes mains tremblantes ce soir-là, tandis que je portais le gâteau au chocolat fraîchement coupé vers la table. Les rires de nos enfants résonnaient dans la salle à manger, un son familier et apaisant que j'avais appris à chérir au fil des ans, le doux baume de notre foyer. Marc était assis en bout de table, son visage habituellement fermé détendu par l'ambiance joyeuse et le verre de vin qu'il tenait à la main. Puis le téléphone sonna, une sonnerie stridente et inhabituelle qui brisa l'harmonie. La mélodie étrange d'une sonnerie que je n'avais jamais entendue auparavant sur son appareil. Marc jeta un coup d'œil au nom affiché, et son sourire s'effaça aussi vite qu'un souffle sur une vitre. Il se leva brusquement, s'excusa d'une voix rauque et sortit précipitamment de la pièce, laissant derrière lui une assiette à moitié pleine et un silence pesant. Mes yeux le suivirent alors qu'il s'éloignait dans le couloir, son pas rapide et son épaule voûtée, une attitude qui ne lui ressemblait pas. Un frisson me parcourut l'échine, un pressentiment froid et implacable que quelque chose n'allait pas, un pressentiment qui tordait mes entrailles avec une force inattendue. Nos enfants, Léa et Thomas, échangèrent des regards interrogateurs, leurs jeunes visages reflétant la confusion et une pointe d'inquiétude. « Papa va bien, maman ?» demanda Léa, sa voix douce et hésitante, et ses grands yeux noisettes fixés sur moi. Je lui souris, un sourire forcé qui ne trahissait rien de la tempête qui commençait à gronder en moi. Une tempête qui menaçait de tout emporter sur son passage. « Oui, ma chérie. Il a juste un appel important pour le travail, » répondis-je. Une réponse que je savais fausse, même avant qu'elle ne quitte mes lèvres. Une réponse qui sonnait creux et désespérément vide. Mais ce n'était pas le seul élément étrange. Quand Marc revint quelques minutes plus tard, l'air tendu et le front plissé, son regard fuyant mon propre regard, quelque chose glissa de la poche de sa veste. Un petit objet brillant et délicat. Il le ramassa si vite que j'eus à peine le temps de le distinguer. Mais mon cœur manqua un battement en reconnaissant la forme distincte. C'était un médaillon, un pendentif orné de pierres fines, que je n'avais jamais vu de ma vie. Un bijou d'une élégance rare et d'une facture exquise. Certainement pas le genre de chose qu'un homme porterait ou posséderait sans raison. Qui était cette femme au bout du fil? Et pourquoi Marc avait-il ce médaillon étrange dans sa poche? Un objet que je n'avais jamais vu en 20 ans de mariage, 20 ans de vie partagée, de secrets dévoilés, de chaque recoin de nos existences entrelacées. Mon monde venait de basculer, doucement, insidieusement, sur un terrain inconnu et effrayant, et je sentais déjà les fissures apparaître sous mes pieds. Je tentais de chasser cette pensée inconfortable de mon esprit, de la ranger dans un tiroir sombre de mon cerveau, de l'oublier comme une mauvaise herbe indésirable. Après tout, Marc et moi avions construit notre vie sur la confiance, sur une affection solide et éprouvée. 20 ans de mariage, de haut et de bas, de rires et de larmes partagées. Nous avions traversé des tempêtes, élevé 2 enfants merveilleux. Il était l'encre de ma vie, le rocher sur lequel je m'appuyais, mon confident, mon amoureux. L'idée même qu'il puisse me cacher quelque chose, que notre union puisse être entachée par une trahison, me paraissait absurde, une mauvaise blague de l'univers. Mon esprit refusait de l'admettre. Mon cœur se serrait à la seule évocation de cette possibilité. Pourtant, la graine du doute était plantée, et elle commença à germer, petite mais persistante, dans le jardin autrefois paisible de ma sérénité. Les jours suivants, les petits signes s'accumulèrent, se muant en une mosaïque troublante. Marc commençait à travailler tard plus souvent. Ses appels téléphoniques devenaient plus discrets. Parfois, il s'enfermait dans son bureau pour parler à voix basse. Il était plus distant, physiquement et émotionnellement. Ses yeux, autrefois, si prompts à chercher les miens, glissaient désormais sur mon visage sans s'y attarder, comme s'il craignait d'y lire quelque chose. Une accusation silencieuse, une question déchirante. Je me surprenais à l'observer, à scruter son visage à la recherche d'un indice, d'une faille dans l'armure qu'il avait érigée autour de lui. Une armure de silence et d'absence. « Tout va bien. Marc ?» lui avais-je demandé un soir,
alors qu'il feuilletait distraitement un journal. Les pages tournaient sans être réellement lues. Son esprit visiblement ailleurs. « Tu sembles préoccupé ces temps-ci. » Il avait levé les yeux vers moi, ses sourcils froncés. « C'est le travail. Hélène, tu sais comment c'est. Beaucoup de pression en ce moment. Une nouvelle opportunité qui demande beaucoup d'investissement. » Sa voix était un peu trop hâtive, un peu trop assurée, comme un acteur récitant une ligne qu'il avait répétée 1000 fois. Je hochai la tête, feignant d'accepter cette explication. Mais mon intuition criait au mensonge. Un cri sourd et strident que seule mon âme pouvait entendre. J'avais toujours été fière de ma capacité à lire Marc, à comprendre ses silences, à décrypter les nuances de ses humeurs. Mais maintenant, il était devenu un étranger, un livre fermé dont les pages m'étaient inaccessibles. Je me sentais seule, horriblement seule, au milieu de notre grande maison remplie de souvenirs et de notre vie commune. Je me posais 1000 questions, les mêmes questions lancinantes qui tourbillonnaient dans ma tête la nuit, m'empêchant de dormir, me laissant fixer sur le plafond sombre. Était-ce moi qui avais changé? Était-ce moi qui ne lui suffisais plus? Étais-je devenue moins désirable, moins intéressante, moins la femme qu'il avait épousée avec tant d'amour et de promesses? Les doutes rongèrent ma confiance en moi, transformant chaque petit défaut en une montagne infranchissable, chaque ride autour de mes yeux en une preuve accablante de ma déchéance. Je me regardais dans le miroir, cherchant désespérément la femme forte et confiante que j'avais été, mais je ne voyais qu'une silhouette flétrie, les yeux cernés de fatigue, le visage tiré par l'inquiétude. Un après-midi, alors que je rangeais le salon, je trouvai un reçu froissé qui dépassait d'un coussin du canapé. C'était un reçu de fleuriste, un montant conséquent pour un bouquet de roses rouges. La date était celle de notre anniversaire de mariage, un jour où je n'avais reçu aucune fleur de sa part, juste un dîner rapide et une bague qu'il m'avait offerte des années auparavant. Mon cœur se serra douloureusement. Les roses rouges, symbole de passion. Pour qui, alors, étaient-elles, ces roses qui n'étaient pas pour moi? Pour qui cette passion que je ne reconnaissais plus? Mes mains tremblaient en tenant le morceau de papier, mes doigts effleurant les chiffres imprimés comme s'ils contenaient un message secret, une vérité insoutenable. Quelques jours plus tard, une odeur de parfum étrange flotta dans sa voiture quand j'eus besoin de l'emprunter pour emmener Léa chez le médecin. Ce n'était pas mon parfum, ni celui de Léa. C'était une fragrance douce, florale, avec une touche d'épices, une odeur sophistiquée et troublante qui ne se fondait pas dans le décor de notre vie. Je me sentis mal au ventre, un malaise profond qui montait de mes entrailles. C'était trop de coïncidences, trop de signaux, trop d'évidence que mon esprit, dans son désir désespéré de protéger ma famille, avait choisi d'ignorer, de balayer sous le tapis de l'illusion. L'escalade fut rapide et brutale. Un soir, Marc oublia son téléphone sur la table de chevet en allant prendre sa douche. C'était une habitude qu'il avait perdue depuis des mois, son téléphone étant devenu une extension de sa personne, toujours à portée de main, toujours protégé par un mot de passe que je ne connaissais pas. Une notification apparut sur l'écran. Un message WhatsApp, visible, en aperçu. « Hâte de te revoir demain soir, mon amour. » La soirée de cette semaine m'a tellement manqué. Le message était signé d'un nom. Chloé. Mon sang se glaça dans mes veines. Chloé. Ce nom, court et anodin, résonna dans ma tête comme un coup de tonnerre, réveillant toutes mes peurs, toutes mes suspicions, toutes les évidences que j'avais tenté de nier. Mes mains tremblaient si violemment que je dus les serrer l'une contre l'autre pour les calmer, pour les empêcher de se saisir de l'appareil et de plonger plus profondément dans ce gouffre de trahison. Marc sortit de la salle de bain à ce moment-là, une serviette autour de la taille, son visage encore humide. Il vit le téléphone, puis mon regard vide et horrifié. Son visage se décomposa, toutes ses défenses s'effondrèrent en un instant. « Hélène, commença-t-il. » Sa voix à peine un murmure, un mélange de panique et de culpabilité. « Chloé, » murmurai-je en retour, le nom étranglant ma gorge, arrachant un râle de douleur à mes lèvres.
Qui est Chloé? Marc. Isa les sœurs là. Le silence qui suivit fut assourdissant. Un silence lourd de vérité. Non dite. De mensonges éventrés. Un silence qui scella le destin de notre mariage. Il détourna le regard, incapable de soutenir le mien. Et à cet instant, je savais. Je savais que mon monde allait s'écrouler, que tout ce que je croyais vrai n'était qu'une illusion savamment construite. La confrontation fut explosive, une déferlante de cris, de larmes et de reproches amers. Marc essaya d'abord de minimiser, de nier, de dire que c'était juste une amie, puis une passade sans importance. Mais les preuves s'accumulaient, irréfutables. Le médaillon, le parfum, les heures tardives, les reçus, les messages. L'aveu finit par tomber, lourd et déchirant. Il avait une maîtresse depuis près d'un an. Un an. Un an de ma vie volée. Un an de mensonges. Un an de ma confiance piétinée. Comment as-tu pu me faire ça, Marc? Avais-je hurlé, ma voix brisée par la douleur et la rage. Védé, et n'écouterait écouter nos verseux. Après tout ce que nous avons construit, après tout ce que nous avons traversé ensemble. Anne-Élusie s'éteint. Il était resté là, les épaules tombantes, son visage pâle et marqué par la culpabilité, mais aussi par une sorte de lassitude. Une lassitude qui m'indiquait que cela durait depuis bien plus longtemps que ce qu'il venait de m'avouer. Je ne sais pas, Hélène. Je me sentais seul, incompris, avait-il balbutié, des excuses creuses et insignifiantes qui ne faisaient qu'ajouter de l'huile sur le feu de ma fureur. Incompris. Après 20 ans de ma vie passée à le comprendre, à le soutenir, à l'aimer inconditionnellement. Il osait prononcer ces mots. Le plus dur fut d'annoncer la nouvelle aux enfants. Léa et Thomas étaient adolescents, leur cœur à vif et leurs esprits déjà tourmentés par les défis de leur âge. La nouvelle de notre séparation les frappa de plein fouet, un coup de massue qui brisa leur innocence, leur vision idéalisée de la famille. Léa, toujours la plus émotive, pleura sans retenue, et son visage enfoui dans mes bras. Thomas, plus réservé, se referma sur lui-même, ses yeux lançant des éclairs de colère et de confusion. Marc essaya de leur parler, de se justifier, mais ses paroles sonnaient creux, vides de sens, dénuées de la vérité qui les aurait apaisés. Il essaya même de me dépeindre sous un jour défavorable, de sous-entendre que j'étais à l'origine de nos problèmes, que ma froideur et mon manque d'attention l'avaient poussé dans les bras d'une autre. Les mots qu'il prononça à ce moment-là furent les plus blessants de tous. Une nouvelle trahison, une tentative de manipuler nos propres enfants contre moi. Le monde autour de moi s'effondra. Les nuits étaient devenues interminables, emplies de cauchemars et de larmes silencieuses. Je perdais du poids, mon appétit s'était envolé, et chaque repas était une lutte. Mon corps était épuisé, mais mon esprit ne trouvait jamais le repos, tourbillonnant sans cesse entre la colère, la douleur et un profond sentiment de vide. Je me sentais trahi non seulement par l'homme que j'aimais, mais aussi par la vie elle-même, par cette promesse d'éternité que le mariage semblait incarner. Je me souviens d'un soir en particulier. J'étais assise dans le salon plongée dans l'obscurité, la lumière de la lune filtrant à travers les fenêtres, dessinant des ombres fantomatiques sur les meubles familiers. Les enfants étaient couchés, et le silence de la maison était assourdissant, un silence qui amplifiait le vacarme de mes propres pensées. Je tenais entre mes mains une vieille photo, celle de notre mariage. Nous étions jeunes, et rayonnants de bonheur, nos yeux débordant d'espoir et d'amour. Où était passé cet homme? Où était passée cette femme? J'étais à bout, au fond du gouffre, le cœur en miettes, mon âme lacérée par la douleur. Je ne savais plus qui j'étais, ni ce que je devais faire. La vie que j'avais construite, avec tant de soin et d'amour, venait d'être réduite en cendres. Les larmes coulaient sur mes joues, chaudes et amères, un torrent ininterrompu de chagrin. J'avais l'impression d'être une coquille vide, vidée de toute substance, de toute joie, de tout espoir. La trahison m'avait non seulement brisée, mais elle m'avait aussi dépossédée de moi-même.
Mais au milieu de cette obscurité profonde, au fond de ce vide abyssal, une petite étincelle commença à luire. Une pensée, ténue d'abord, puis de plus en plus insistante, commença à s'ancrer dans mon esprit. Étais-je condamné à rester cette victime, à me laisser engloutir par la douleur et la tristesse? Marc avait brisé notre mariage. Il avait brisé ma confiance. Mais il ne pouvait pas. Il ne devait pas briser mon esprit, mon essence même. Il m'avait volé une partie de ma vie, mais il ne pouvait pas me voler la totalité de mon avenir. C'était une prise de conscience lente, douloureuse, mais résolue. Je devais me relever. Non pas pour lui, non pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais pour moi-même, et pour mes enfants qui avaient besoin d'une mère forte et résiliente. Cette étincelle, fragile au début, et se transforma en une flamme vacillante, puis en un feu ardent qui commençait à brûler au plus profond de mon être. Le lendemain matin, je me levai avec une détermination nouvelle, un sentiment étrange de force qui n'avait pas habité mon corps depuis des semaines. J'avais les yeux rougis, le corps endolori, mais l'esprit clair. Le premier pas fut le plus difficile. Admettre que je ne pouvais pas gérer cela seule. J'appelai Sophie, ma meilleure amie depuis l'université. Sa voix douce et compréhensive au téléphone fut le baume dont j'avais désespérément besoin. Elle m'écouta sans jugement, avec une patience infinie, me laissant vider mon sac de douleur, de colère et de peur. À la fin de mon récit haletant, elle ne dit que quelques mots, mais ils résonnèrent en moi comme une vérité salvatrice. « Hélène, tu n'es pas seule, et tu es plus forte que tu ne le penses. » Esmoceles. Ces mots furent le catalyseur. Le lendemain, je pris rendez-vous avec un avocat spécialisé en droit de la famille. Entrer dans ce bureau froid et formel fut une épreuve, une confirmation tangible que ma vie prenait une direction irréversible. Je racontais mon histoire, ma voix tremblante au début, mais gagnant en assurance, à mesure que je verbalisais les faits, les mensonges, la trahison. L'avocate, maître Dubois, une femme aux yeux vifs et au maintien ferme, m'écouta attentivement, ses notes crépitant doucement. Elle ne me plaignit pas, elle ne me conseilla pas de pardonner, elle me traita avec dignité et respect, comme une cliente qui méritait d'être défendue avec toute la rigueur de la loi. Elle me présenta les options, les démarches, les défis qui m'attendaient. Le chemin serait long et ardu, mais pour la première fois depuis des semaines, je voyais une lueur au bout du tunnel. Marc, bien sûr, ne rendit pas les choses faciles. Lorsqu'il apprit que j'avais engagé un avocat, sa culpabilité se transforma en colère. Il essaya de me menacer, de me rabaisser, de me culpabiliser en évoquant les enfants, notre maison, nos années passées. Il tenta même de me dépeindre comme une hystérique, une femme irrationnelle, qui détruisait notre famille par pure vengeance. Le divorce devint une bataille acharnée, pas seulement légale, mais aussi émotionnelle et psychologique. Il essaya de cacher des actifs, de minimiser ses revenus, de manipuler les enfants pour qu'ils prennent son parti. Léa et Thomas, tiraillés entre nous deux, traversèrent une période difficile. Je fis de mon mieux pour les protéger de la toxicité de la situation, pour leur assurer que mon amour pour eux était inconditionnel et que ce n'était en aucun cas leur faute. Je passais des heures à leur parler, à les écouter, à les rassurer. Léa, malgré sa peine, commença à voir clair dans le jeu de son père, ses tentatives de dénigrer ma personne. Elle me soutenait avec une maturité étonnante pour son âge, devenant ma petite alliée silencieuse. Thomas, lui, mit plus de temps à accepter la réalité. Il était en colère contre le monde entier, contre Marc, et parfois même contre moi. Mais avec le temps, et en voyant les preuves du comportement de son père, son cœur s'adoucit, et il finit par se ranger à mes côtés, non pas contre son père, mais pour ma cause, pour la justice. Les mois qui suivirent furent un tourbillon d'audiences, de documents à remplir, de confrontations. Le tribunal était un lieu froid et impersonnel, où des pans entiers de ma vie intime étaient disséqués, jugés, mis à nu.
Je me sentais souvent épuisée, vidée, mais à chaque fois que je pensais abandonner, je me rappelais la flamme qui brûlait en moi, cette détermination farouche de ne pas laisser Marc me détruire entièrement. Je me rappelais les visages de mes enfants, leur besoin d'une mère forte. La révélation finale de sa duplicité vint lors d'une audience cruciale. Son avocat essaya de prouver que j'étais financièrement dépendante de Marc, que je n'avais pas les moyens de subvenir à mes besoins et à ceux des enfants sans une aide substantielle de sa part, espérant ainsi réduire la pension alimentaire et la part qui me reviendrait. Mais Maître Dubois, ma brillante avocate, avait creusé profondément. Elle sortit des preuves irréfutables de comptes bancaires cachés, d'investissements que Marc avait réalisés sans mon consentement et sans que je n'en ai jamais eu connaissance, ainsi que des montants importants qu'il avait dépensés pour sa maîtresse. Ce n'était pas seulement une trahison émotionnelle, c'était une trahison financière préméditée, une tentative de m'appauvrir, de me rendre impuissante. Sa cruauté, son calcul, me furent révélés dans toute leur laideur. Le choc fut immense, mais aussi libérateur. C'était la preuve définitive que l'homme que j'avais épousé n'existait plus, ou n'avait être jamais vraiment existé. Le juge, visiblement choqué par les preuves présentées, prononça un jugement en ma faveur, me garantissant une juste répartition des biens et une pension alimentaire qui me permettrait de subvenir aux besoins de mes enfants et de reconstruire ma vie. Ce fut une victoire amère, le prix à payer pour ma liberté, pour ma dignité retrouvée. Mais c'était une victoire tout de même. Le divorce fut prononcé 1 an après le jour où j'avais trouvé le médaillon. 1 an de ma vie volée, 1 an de ma vie en enfer, mais aussi 1 an de ma vie où j'avais puisé au plus profond de moi-même des ressources insoupçonnées. La signature finale fut un moment étrange, un mélange d'épuisement et de soulagement, de tristesse et d'un frémissement d'espoir. Je suis sortie du tribunal, non pas en ruine, mais debout, mes 2 enfants à mes côtés, leurs mains serrées dans les miennes. La phase de reconstruction fut longue et laborieuse. La maison, autrefois un lieu de chaleur et de vie familiale, me semblait vide, trop grande pour moi seule avec les enfants. Nous déménageâmes dans un appartement plus petit, plus lumineux, dans un quartier que j'avais toujours aimé, mais que nous n'avions jamais pu nous offrir. C'était un nouveau départ, une page blanche. Je retrouvais un vieux rêve enfoui, celui de l'art. J'avais toujours aimé peindre, mais la vie de famille, le travail, les responsabilités, avaient repoussé cette passion dans un coin oublié de mon existence. Je m'inscrivis à des cours de peinture, mes doigts retrouvant avec bonheur le contact des pinceaux et des couleurs. Les toiles se remplissaient de formes, de couleurs, d'émotions. C'était une thérapie, une façon d'exprimer ce que les mots ne pouvaient pas dire, de transformer la douleur en beauté. Je rencontrais d'autres femmes au cours, des femmes de tous âges, certaines divorcées, d'autres simplement en quête de créativité. Nous partagions nos histoires, nos rires, nos peines. Je me sentis moins seule, moins isolée dans ma douleur. Sophie, ma fidèle amie, continua de me soutenir, de m'encourager. Elle m'aida à me souvenir de la femme que j'étais avant Marc, avant le mariage, cette femme curieuse, passionnée, pleine de vie. Je me suis remise à lire, à écouter de la musique, à me promener dans la nature. Toutes ces petites choses que j'avais délaissées au fil des ans, submergées par les exigences de la vie de couple et de mère. J'ai appris à m'aimer à nouveau, à prendre soin de moi, à écouter mes propres besoins, mes propres désirs. Je me suis réapproprié mon corps, mon esprit, mon âme. Le chemin fut semé d'embûches, de doutes, de moments de faiblesse où le passé me hantait encore. Les cicatrices de la trahison resteraient à jamais, des marques indélébiles sur mon cœur, mais elles n'étaient plus des plaies ouvertes. Elles étaient devenues des rappels, des leçons apprises, des preuves de ma résilience. Aujourd'hui, plusieurs années après, je suis une femme nouvelle, une femme différente. Le médaillon étrange, la sonnerie du téléphone, les roses rouges non destinées à moi, tout cela appartient à un passé lointain, une ère révolue de ma vie. Je suis célibataire,
Et je ne cherche pas activement l'amour. J'ai appris à savourer ma liberté, mon indépendance. Mes enfants ont grandi. Léa est à l'université. Thomas est au lycée. Ils sont épanouis. Et notre lien est plus fort que jamais. Marc est une figure lointaine dans nos vies. Sa présence s'étant estompée. Son rôle s'étant réduit à celui d'un père parfois absent. J'ai pardonné, non pas pour lui, mais pour moi-même, pour me libérer du poids de la rancœur et de l'amertume. Je me suis enfin retrouvée. La femme qui se regarde dans le miroir aujourd'hui n'est pas parfaite. Elle porte les marques du temps et des épreuves, mais ses yeux brillent d'une lumière nouvelle, d'une force tranquille, d'une sagesse acquise à force de douleur. Elle est entière, authentique, et elle a appris à se faire confiance. Elle a appris que la vie, même après la plus sombre des trahisons, peut offrir un nouveau printemps, un nouveau départ, une chance de se réinventer, de fleurir à nouveau, plus forte et plus belle que jamais. La trahison de Marc a été la destruction de mon monde. Mais paradoxalement, elle a aussi été le déclencheur de ma renaissance, le catalyseur qui m'a permis de me lever, de me battre et de finalement, inéluctablement, trouver la femme que j'étais destinée à devenir.